Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Vue sur Mer. Aujourd'hui, je me suis arrêté en Flandre-Maritime. Vous verrez la première ferme aquacole de France, située à Gravelines. Cette ferme élève du bar et de la dorade royale. Puis Claude Duchossois, modéliste naval, nous a ouvert les portes de son atelier où il réalise actuellement une copie du voilier dunkerquois, le Duchesse Anne. Et je suis au cœur du port-est de Dunkerque où je vais vivre une expérience exceptionnelle. Juste à côté de cette forme de radoux, je vais rejoindre Denis et Clémence de Dunkerque Plongée. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Alors dans quelques instants, nous allons vivre ensemble tous les trois une plongée sous-marine ici, endroit où vous vous entraînez régulièrement, Denis. Oui, bonjour Jérémy. C'est ici qu'on pratique nos plus gros entraînements, niveau 2 et niveau 1. Surtout les niveaux 1, parce que le niveau 2 il doit être un peu plus profond, mais le niveau 1, si ça suffit. Donc on les emmène ici pour commencer leur milieu naturel. Vous êtes passionnés de plongée tous les deux. Clémence, vous êtes dans le club depuis pas mal de temps. Vous êtes donc accompagnatrice, vous formez, vous enseignez, vous donnez des conseils à tous celles et ceux qui ont envie de pratiquer la plongée. Tout à fait, mais bien sûr, je fais partie d'une équipe, donc on est nombreux à faire tout ça. Très bien, alors aujourd'hui on va vivre ça ensemble dans quelques instants, mais évidemment, donc vous le disiez, vous vous entraînez ici en milieu naturel. Pour commencer, on peut tout simplement faire ça dans une piscine. Oui, les entraînements ils commencent d'abord en piscine dès le 1er octobre et jusqu'à fin mai. Et vers le mois d'avril, plus fin avril, on commence à mettre les futurs niveaux en milieu naturel. Alors ce sera une première pour moi, un baptême en milieu naturel. J'ai déjà eu l'occasion dans ce magazine Vue sur Mer de faire justement un baptême en piscine. Les conditions sont différentes, il y a une préparation aussi différente. Là ici il y a une préparation surtout mentale au niveau de la température de l'eau, parce qu'au mois de mars où c'est pas prévu, nous là elle est relativement peu fraîche, on va dire 10 degrés actuellement. Souvent elle est aux alentours de 5 degrés au mois de mars. Là, ça va être un peu chaud, on va dire. Chaud, c'est vite dit, hein. On va se mettre en condition. Effectivement, il y a longtemps que vous êtes passionnés tous les deux par la plongée sous-marine. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Moi, c'est beaucoup de choses. D'abord, une bonne ambiance avec le club, un bon esprit de camaraderie, on peut dire, et des bons copains. Moi, je suis là depuis 2006 au club. Clémence? Un petit peu pareil. Déjà le plaisir d'être sous l'eau, bien sûr, de pouvoir voir des petites bébêtes, c'est toujours très sympathique. Mais surtout, c'est effectivement l'ambiance qu'il y a au club. Quand on fait les sorties, etc., c'est formidable. On aura l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans cette émission les sorties que vous pouvez faire, parce que vous vous entraînez ici, mais vous allez également au large de Dunkerque, notamment pour découvrir les épaves de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. On va développer ça après cet essai à la fin de cette émission. Donc on va se changer en fait dans quelques instants. Quel équipement justement on va mettre? Donc la base c'est du 12 mm en néoprène, ensuite un gilet, un bloc et quelques plombs selon le poids de la personne. On se prépare, avant cela on va regarder un reportage, on va aller à Gravelines, pas très loin de Dunkerque, ici pour découvrir la première ferme aquacole de France, un endroit assez surprenant juste derrière la centrale nucléaire de Gravelines. Avec 6 réacteurs produisant chacun 900 MW, la centrale nucléaire de Gravelines est la plus importante d'Europe de l'Ouest. Ce qui est moins connu et sans doute un peu plus inattendu, c'est que la production d'eau chaude générée par la centrale a permis à une ferme aquacole, la société Aquanor, de devenir le premier centre de production de poissons méditerranéens de France. On a l'avantage ici d'avoir une source d'eau chaude phénoménale, puisque chaque tranche rejette des débits énormes d'eau chaude dans la mer. Et cette eau, c'est exactement la température qu'il nous faut, nous, pour élever des poissons, qui sont des poissons méditerranéens de haut de gamme, le bar et la dorade. Et nos concurrents, ils n'ont pas de centrale, mais ils sont au fin fond de la Turquie ou de la Grèce. Et nous, on est sur la mer du Nord et on élève les mêmes espèces grâce à la centrale. Si la centrale fournit de l'eau chaude en très grande quantité, le premier challenge qu'il a fallu relever dès la création de la ferme en 1983 est le captage et la stabilisation de l'eau à une température optimale. La centrale réchauffe de 11 degrés toute l'eau qu'elle traite. Cette eau chaude nous sert notamment pendant la phase hivernale, puisque nos poissons ont besoin d'être en eau à 15-20 degrés au-delà si possible. Dès qu'on est en phase estivale, on pompe de l'eau à température naturelle de la mer et on mélange
pour se stabiliser dans l'optimum de croissance de nos espèces. Cette eau est ensuite canalisée vers les premiers bassins de la ferme. Ces bassins accueillent des alevins de 2 grammes, nés 3 mois plus tôt dans une écloserie distante de quelques encablures. Ces poissons-là, quand ils vont arriver chez nous, ils vont démarrer un cycle d'élevage qui va durer 2 ans à 2 ans et demi. C'est très long, le poisson a une croissance très lente. Si je compare avec du poulet, vous faites un poulet de 2 kg en 5 semaines, il vous faut presque 3 ans en partant de l'œuf pour faire un bar de 500-600 grammes. Nourris avec des granulés à base de farine de poisson et d'huile végétale, les poissons vont croître progressivement. Tous les 3 mois environ, ils sont triés et rejoignent de nouveaux bassins en fonction de leur taille. Qui va donc diviser le bassin en 3 tailles, des petits, des moyens et des gros, qu'on va plus ou moins mettre homogène avec 2 bassins par la suite. Donc pour cela, on effectue donc des histogrammes qui nous permettent de faire une répartition de tri et d'estimer les prochains bassins de combien d'effectifs on pourra les charger ainsi que la biomasse. Enfin adultes, bars et dorades donneront leur dernier coup de nageoire dans les bassins extérieurs. Là, c'est les plus grands bassins dans lesquels on a les grosses tailles. Donc, c'est les bassins où on peut avoir quand même beaucoup de poissons. Je peux avoir de l'ordre de 40-45 tonnes dans un bassin. Et mon petit plaisir, c'est les nourrir. Bien que nés et élevés en bassin, les poissons de la ferme aquacole gravelinoise n'ont rien perdu de leur instinct de prédateur. En fin de vie, bars et dorades sont en pleine forme. Pour cela, rien n'a été laissé au hasard. Toutes les précautions ont été prises dès la conception du centre aquacole pour éviter les risques de contamination. Mais aujourd'hui, c'est d'autant plus facile de le prouver que le centre tourne depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on fait des contrôles en permanence sur nos produits. On n'a jamais eu le moindre souci. Si vous voulez, aujourd'hui, pour nous, ce produit-là, il doit être nickel, on doit en être fier et on en mange. C'est tout. Et les techniciens gravelinois ne sont pas les seuls à apprécier la chair de leurs poissons. 1500 tonnes sortent chaque année de la ferme, essentiellement destinées à la restauration. Ils seront d'ailleurs servis sur certaines des meilleures tables françaises et européennes. Alors ça y est Clémence, nous sommes presque prêts avec la combinaison que l'on vient de mettre à l'intérieur de votre local. Il faut absolument maintenant s'équiper en fait avec les palmes et puis ce sac à dos. Tout à fait. Alors on n'appelle pas ça un sac à dos, mais ça c'est pas bien grave, ça fonctionne exactement pareil. Donc ça c'est un gilet qui va permettre, hop, je montre, de tenir la bouteille. La bouteille c'est la réserve d'air, puisqu'on respire sous l'eau comme dans l'air naturel, c'est de l'air. Pour pouvoir récupérer l'air, tu vas avoir le détendeur qui est ici. Donc je te laisse essayer. Pour ceux qui connaissent, ça se met comme un tuba. Voilà. Donc vous entendez bien, ça fonctionne. Ah, j'ai oublié de préciser, dans la plongée on se tutoie, faut pas être choqué. Voilà. C'est convivial, c'est normal. Exactement. Donc le détendeur fonctionne, tout va bien. Le reste du gilet, bon, ça se porte exactement comme un sac à dos. Et les boutons, c'est moi qui gère. Toi, il n'y a pas de souci, tu t'occupes juste de respirer. Donc je dois juste être concentré en fait sur le détendeur. Ouais, concentre-toi sur ce qu'il y a à voir. Dans quelques instants. Voilà. Donc en plus de ça, évidemment, tu auras les palmes pour pouvoir avancer plus facilement. Le masque. Donc le masque qui se pose sur le visage. Alors normalement, il n'y a même pas besoin de la lanière. Tu peux mettre comme ça, tu inspires un peu. Voilà. Alors bien sûr, on va mettre la lanière quand même pour éviter de le perdre, mais ça tient. Ok. Pour éviter d'avoir de la buée, va falloir cracher dedans. Alors ça c'est l'astuce que tous les plongeurs doivent avoir, on crache à l'intérieur de ce masque pour ne pas avoir du tout d'eau de buée, c'est ça? Exactement, ça va former une pellicule et ça va empêcher la buée de se former. Alors il y en a qui utilisent du shampoing ou du dentifrice, mais le plus disponible c'est quand même la salive. Voilà, c'est naturel, c'est biodégradable évidemment. Exactement. Tu as bien sûr le droit d'avoir des plombs.
parce que la combinaison que tu as donc en 2 morceaux, hein, une partie 7 mm, une partie 5 mm, ça va te faire flotter. Donc pour réussir à descendre, il va falloir qu'on ajoute des plombs. Et pourquoi ta combinaison justement est différente de la mienne? Parce que moi je n'ai pas ce boîtier là sur le thorax et puis également sur le bras. Alors moi j'ai une combinaison étanche, donc la différence c'est que dans la tienne il y a de l'eau qui va rentrer, dans la mienne non. Par contre je vais devoir mettre de l'air à l'intérieur, donc ce qui fait changer un petit peu la position dans l'eau, donc c'est pas évident quand on débute. Donc toi tu n'auras pas du tout en fait de sensation d'eau froide en fait sur la peau? Sur la peau non, mais il y a quand même le visage et les mains. Et moi j'aurai l'intégralité. Bon, j'espère que je tiendrai le choc. Donc les explications sont données, on va s'équiper et ensuite on descend. Exactement. Alors pour descendre il va falloir gérer certaines choses. Il y a la communication, parce que sous l'eau on ne peut plus parler. Donc il va falloir qu'on mette en place des signes pour pouvoir se comprendre. Donc 3 signes principaux. Je te demande si ça va. Et si ça va, tu me réponds la même chose. Si ça va coup-ci coup-ça, qu'il y a un petit truc qui te gêne, tu fais comme ça, pas top. Voilà. Ça va, pas top. Et puis après, il y a tous les signes de direction, mais c'est très facile. On monte, on descend, on va par là. Regarde par ici. Et comme on est en hiver, que l'eau n'est pas très chaude, tu vas pouvoir éventuellement me faire le signe j'ai froid. Pour me signaler que t'en as un petit peu marre, là on remonte. On verra combien de temps justement je vais résister dans cette eau qui fait, rappelez-le-moi, combien de degrés? 9-10 en ce moment. 9-10 degrés pour début mars. Bon, c'est quand même convenable, mais on verra si je dirais ça tout à l'heure. On est parti? On est parti. Alors pour le parcours, on va descendre le long de la forme, suivre le bord. Donc ce sont des grandes marches qui sont tapissées d'algues, d'huîtres, on peut voir des petits crabes, etc. Et si on voit que ça se passe bien, on va essayer d'aller vers le milieu de la forme et trouver les thym. Donc les thym, c'est là où on pose le bateau quand il est en cale sèche pour pouvoir le caréner. Et ils sont donc encore présents là au fond de la forme 4, donc des petites piles de briques et une planche de bois par au-dessus, qui sont aussi un support pour la faune de la forme 4. Oui, parce que c'est une forme 4 qui n'a pas été vidée depuis plusieurs années. Plusieurs dizaines d'années, oui. Bon, allez, maintenant c'est parti, je suis impatient, on pose le micro et puis je te suis. Allez, c'est parti. Je reprends un peu le souffle. Extraordinaire. Comment c'était alors, Clémence? Un bon début. T'as réussi à prendre un petit peu tes aises, à te promener tout seul, j'ai pu te lâcher, donc c'est déjà pas mal. Hein. On a vu quelques étoiles de mer, on a vu aussi des crabes et puis beaucoup de moules aussi sur le mur. Et puis des algues rouges aussi, pas mal. D'ailleurs, t'en avais embarqué une avec toi. Génial, une très belle expérience qu'on va évidemment partager en reprenant nos émotions. On va marquer une courte pause en regardant donc un reportage sur un passionné de modélisme naval. Il n'est pas dans l'eau, mais il construit des petits bateaux qu'il arrive à faire naviguer de temps à autre. On regarde ça. Cet homme qui longe le quai de la Citadelle, ce n'est pas un touriste ou un photographe amateur. Il s'appelle Claude et il est modéliste. Son appareil, il s'en sert pour traquer les détails de ce qui l'occupe en ce moment, la construction en modèle réduit du 3-mâts dunkerquois, la Duchesse Anne. Je pense que c'est un bateau que les gens de la région connaissent bien. Et puis comme j'aime bien les bateaux, les voiliers,
Je me suis dit, faire des bateaux de la région, il faut en faire. Donc j'ai fait le Saint-Germain, j'ai fait la Bazaine. Et maintenant, je vais m'occuper de la Duchesse Anne. Dans son atelier aménagé chez lui à Téteghem, Claude passe des heures à confectionner des maquettes. Pour la Duchesse Anne, les photos sont un support indispensable car tout est à créer. C'est une maquette que je fabrique de A à Z, avec un plan que l'on m'a prêté, que j'ai récupéré à la ville. Là déjà, rien que ça, j'ai déjà passé au moins plus de 500 heures de travail. Patience, minutie sont les maîtres mots pour le modéliste, mais ils ne suffisent pas. Il faut aussi de l'imagination et une certaine débrouillardise. Si par exemple on décide de faire des escaliers comme ça, il faut trouver d'abord le bois assez costaud, d'une couleur qui rapproche le plus possible la réalité. Et il faut monter après les morceaux des rambardes, vous voyez, avec des morceaux de laiton que j'ai raplatis, que je vais piquer dans les escaliers. Vous voyez. Après, pour faire l'assemblage, là, ce que ça va donner à peu près. On se sert beaucoup de bois léger, hein, genre du balsa, du samba, du contreplaqué très fin. Et puis après, il suffit de le tailler, de le couper en fonction de la dimension qu'on a besoin, hein, avec des petits outillages. En fait, en outillage, on se sert de petits scie sauteuses, petites perceuses, ce sont tous les petits outils qu'il faut. Originaire de Picardie, Claude est arrivé à Dunkerque pour le travail. Il y a rencontré sa femme, mais aussi la mer et les bateaux. Ce n'était pas vraiment possible pour lui de s'en offrir un vrai, alors il en a construit des petits. Et dans son antre, exposé çà et là, des dizaines de maquettes lui permettent de voyager au quotidien. Le Saint-Germain, une des premières qu'il a fabriquées, lui rappelle de beaux souvenirs. J'ai fait le voyage jusqu'en Angleterre dans celui-ci. Depuis 1951 jusqu'aux années 1980, les gens, pour aller en Angleterre, prenaient le Saint-Germain. C'est un bateau qui est fait tout en bois, lamelle par lamelle, qui a été résiné intérieur, extérieur, hein, et peint avec 2 couches de résine et 3-4 couches de peinture. Et tout est fabriqué bien sûr en main. Si je prends les barques, c'est des petites lamelles, c'est lamelle par lamelle collée. Hein, rien que pour une barque, il y a une journée de travail, on va dire. J'ai acheté des figurines qui n'étaient pas peintes, et ça se vend par boîte de 50, trucs comme ça, et je les ai peintes une par une, pour donner un peu la réalité. Là-dessus, il y a aussi des pièces de récupération. Hein. Si je prends ça pour faire la ventilation, en fin de compte, ce sont des têtes de seringue. Il navigue aussi. C'est un navigant. Ouais. Il navigue, il fait de la fumée. Vous voyez. Un 2 hélices. Et le gouvernail. En rafio ou en dracar, avec les maquettes de Claude, embarquement immédiat pour le rêve. Et voilà, dernière partie d'émission, on a repris nos esprits, on vient de sortir de l'eau. Il ne fait pas très froid dans l'eau finalement, en fait la sensation était assez agréable. Alors Denis, vous êtes allé vous un peu plus au fond, qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Donc là, quelques étrilles et l'anémone, j'ai réussi à la filmer quoi. Alors j'ai fait 2 plans, donc, et puis des petites crevettes aussi. Quand vous êtes au fond, quelle est la sensation lorsqu'on découvre par exemple une anémone? C'est toujours étonnant ou pour vous c'est assez banal? Moi je suis toujours content de la voir à cet endroit-là. Au moins je sais qu'il y a encore de la vie. Le jour où on la verra plus, on s'inquiétera peut-être. Mais là c'est bon, il y en a aussi de l'autre côté. Alors, de la vie, il y en a beaucoup plus lorsque c'est la belle saison. Quand la saison, quand il fait meilleur, quoi, vers juillet, août, il commence à y avoir de l'anguille et du bar et tout ça. Ouais.
Clémence, alors vrai débriefing maintenant sur ce que l'on a vécu ensemble. J'avais une certaine pression moi, au niveau des oreilles due à un petit rhume. En général, ça n'arrive pas souvent ce genre de choses. Il faut savoir qu'on ne peut pas plonger enrhumé parce qu'effectivement on peut avoir des petits soucis. Mais quand on n'a pas de rhume, à ce moment-là on peut descendre tranquillement et c'est vraiment du bonheur. C'était du bonheur effectivement qu'on a partagé ensemble. Alors vous vous entraînez en fait ici, mais vous allez aussi au large de Dunkerque découvrir les épaves de la Seconde Guerre mondiale, où vous allez aussi avec vos petites caméras filmer en fait ce que l'on découvre autour de ces épaves. Oui, tout à fait. On filme, on va plonger sur les épaves de l'opération Dynamo qui ont été coulées pendant la dernière guerre. Et dessus, effectivement, on trouve une flore assez diversifiée. Genre morue, homard, des très beaux homards bleus, bar, il y a de la vie, des anémones en plein, quoi. Clémence aussi, vous y allez régulièrement lorsqu'il fait une température supportable, découvrir cette page de l'histoire finalement de la Côte d'Opale. Dès que je peux. Mais ici malheureusement c'est pas la température le problème, c'est le vent. Mais dès qu'on peut on y va. Alors vous y allez, vous restez combien de temps sous l'eau ? En fait ici on est soumis aux marées et le problème c'est qu'à cause des marées il y a du courant. Et donc pour nous le courant ça peut poser problème, donc on a un temps de plongée limité par ça. Donc globalement les plongées durent entre 20 minutes et 40 minutes, 1 heure quand c'est vraiment un petit coefficient de marée. Avec beaucoup d'épaves de bateaux en fait sur très peu de kilomètres. C'est ça. Donc très intéressant pour nous, il y a de la variété. Et comme ça on peut changer les profondeurs, les lieux plus ou moins proches de la côte, donc on voit des choses différentes et c'est génial. Quel est votre plus beau souvenir Clémence lors d'une plongée ? Alors là c'est vraiment compliqué parce qu'il y en a beaucoup des beaux souvenirs. Ce que j'adore c'est toujours quand j'arrive à trouver un homard, ça c'est le bonheur. Et puis une fois j'ai vu à Dunkerque un poisson rouge, je me suis dit c'est pas normal, je suis narcosé. Non, c'était un lompe. Et c'était vraiment un très très beau souvenir. Vous apprenez beaucoup de choses finalement sur la faune et la flore en fait, de la Côte d'Opale dans les fonds marins ici. Dès qu'on s'y intéresse un petit peu, on découvre plein de choses effectivement, sur tous les poissons qu'on peut voir, les anémones, les crustacés, etc. D'où la commission biologique qu'on a au club pour savoir qu'est-ce que c'est que ces petites bébêtes, comment elles vivent, etc. Et c'est génial. Vous parlez de commission biologique, vous faites quoi ? Vous étudiez concrètement ces petites bébêtes comme vous le dites ? On peut savoir comment elles évoluent, donc où est-ce qu'elles naissent, comment se passe la reproduction, qu'est-ce qu'elles mangent, où est-ce qu'elles vivent. Et ça nous permet aussi de savoir les repérer. Parce que par exemple, les petites limaces qui sont pas très grandes et qu'on voit pas très facilement, on peut savoir les repérer grâce à leur ponte qui n'est pas très loin, qu'on arrive pas, éventuellement à voir plus facilement. Alors vous parlez de la Côte d'Opale depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion tous les deux d'aller plonger dans d'autres contrées ? Oui, j'ai été plongé en Égypte, Turquie, aussi dans le sud, ailleurs. Mais on revient vite à Dunkerque pour replonger à Dunkerque. Pourquoi ? Quelle est la différence et la singularité finalement de ces lieux ? Pour moi, plonger à Dunkerque, à chaque fois c'est une nouvelle aventure. Même si l'épave on la connaît un peu, replonger dessus c'est magique à chaque fois, quoi. Ce sera peut-être magique pour celles et ceux qui nous regardent, puisque je crois qu'en mai prochain vous allez proposer quelques baptêmes. Oui, on repropose des baptêmes à la piscine Paul Haussmann et en mai dans le bassin du commerce, comme chaque année, nous allons organiser le RIFAP cette année où il y a une dizaine de candidats qui se présentent. On espère que toutes celles et ceux qui sont intéressés par la plongée viendront vous rencontrer. Vous allez leur donner des conseils comme vous me les avez finalement inculqués aujourd'hui pour ce premier baptême de plongée, donc dans une mer finalement et non pas dans une piscine où c'est quand même beaucoup plus agréable et facile à assimiler comparé à ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans cette émission Vue sur mer. On va se retrouver très prochainement, on va aller se sécher et puis évidemment retrouvez-nous sur internet, sur la page Facebook de l'émission. À très bientôt.